bien l'honneur de vous accueillir. Merci d'être venu ce soir. Merci d'être venu à notre rencontre, puisque c'est une invitation conjointe que nous vous avons envoyée. Une invitation conjointe à l'initiative de la mairie, puisque c'est la mairie qui souhaitait cette conférence ce soir, mais le porteur de projet, en tout cas, nous nous sommes greffés et nous avons besoin de l'UCP qui trouvait toute sa place. Voilà, donc merci pour votre présence. Je voudrais appeler à mes côtés Jean-Paul. Il est où Jean-Paul? Il est là. Voilà, Madame Chibot, il est aussi. Voilà, Monsieur Deschamps. Donc c'est un grand plaisir de vous recevoir, bien évidemment. Dans cette salle, François Truffaut, qui, je vous donne cette information, qui va rentrer en travaux très prochainement, et qui va un petit peu perturber le fonctionnement de l'UCP. Mais nous trouvons des solutions, et nous ne sommes pas là ce soir pour en parler. Voilà. Donc le grand plaisir, c'est surtout d'accueillir Monsieur Yves Quéret, de lui rendre hommage, bien évidemment. Monsieur Yves Quéret, qui a une dimension nationale, mais aussi internationale, qui est connu dans les 4 coins du monde, très modestement. Non, voilà, qui a vraiment une dimension nationale et internationale et à qui on voulait ce soir rendre hommage. Il est commercien. Voilà, Jean-Paul, tu en diras quelques mots. Oui. Bien, très bien. Alors, une fois que j'ai fait l'accueil, je vais passer la parole à Monsieur Deschamps. Merci, Monsieur le maire. Alors, merci à vous d'avoir co-organisé cette réunion en l'honneur de Monsieur Yves Quéret. Je suis très heureux de cette organisation. Mais je voudrais surtout rectifier quelque chose. La cheville ouvrière à l'UCP, ce n'est pas moi, c'est madame Monique Chipot, bien sûr, responsable de cette antenne de Commercy. C'est une belle antenne, vous savez qu'à l'UCP, nous avons 14 antennes en Lorraine, et je peux vous dire que c'est sans doute cette antenne de Commercy qu'un maximum de conférenciers de l'UCP disent. Vraiment, c'est bien, on a été bien reçus, c'est une excellente antenne, et puisque cette année nous fêtons son 40e anniversaire, c'est une belle occasion avec cette conférence exceptionnelle co-organisée. Pardon? C'est un petit peu dépassé, mais bon, tout de même, nous sommes dans la 40e année, elle n'est pas encore terminée. Si? 40 années. Maintenant la 41e année, et depuis un peu plus de 20 ans maintenant, une antenne qui est dirigée par madame. Depuis 20 ans. Ah oui, 21 ans. Depuis 21 ans, c'est de nous assurer la direction de cette antenne. Moi, je voulais vraiment aussi rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est une antenne où on a plaisir à venir, c'est une antenne qui marche bien, parce que vous la tenez à la fois avec autorité et toujours avec beaucoup de diplomatie, de douceur, enfin c'est toujours un accueil tout à fait remarquable et qui est en grande partie dû à votre personnalité. Et moi ce soir, je voulais aussi parler de vous dans ces termes. Et puis bien sûr, c'est un très grand plaisir d'entendre aujourd'hui M. Yves Quéret, qui est une personnalité de stature internationale dans le monde de la physique et qui va nous parler de cette thématique extrêmement importante. Donc, la science ouvre-t-elle? Quelquefois on se pose la question. Quand nous avons des gens aujourd'hui qui nous disent encore que la Terre est plate, par exemple, ça pose un petit peu question. Et donc, M. Quéret, vous avez été impliqué dans déjà de l'Académie des sciences, physicien du solide, et de stature internationale, donc. Et puis, ce qui est très intéressant, ce que je trouve remarquable, c'est votre implication dans des activités profondément humaines, puisque vous vous êtes occupé vous avez travaillé avec, j'avais plus le micro, si, ça revient, avec M. Charpak dans l'aventure de la main à la pâte, et puis également vous êtes investi dans l'école pour les enfants handicapés, dont vous avez fait tellement de choses que vraiment nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Je vous remercie très sincèrement. Merci. J'ai oublié de dire quand même que si nous sommes là ce soir, c'est essentiellement grâce à Jean-Paul, puisque Jean-Paul est venu me voir pour organiser cette conférence. Donc voilà, si Jean-Paul n'avait pas eu cette idée, nous serions effectivement peut-être pas là ce soir. Donc une partie du mérite lui revient, Jean-Paul. Merci. Je tiens à remercier M. le maire et l'UCP qui ont permis l'organisation de cette conférence.
Elle permettra aux vieux commerciants de retrouver Yves Quéret, un des leurs, et aux autres de se faire sa connaissance. Yves Quéret est né à Commercy, fils d'un père horloger, l'heure et le bijou, place de l'Hôtel de Ville, maintenant place Charles de Gaulle, et d'une mère professeur de violon. Il est lui-même violoncelliste. Il a fait toute sa scolarité à Henri-Vogt avant de partir à Paris. Il connaît bien cette salle des bains-douches, enfin salle Truffaut maintenant, car c'est ici que se déroulait la distribution des prix. Et c'est aussi ici que se déroulaient les fêtes du collège, au cours desquelles Madame Quéret et sa mère donnaient des petits concerts avec ses élèves, pour recueillir des fonds, pour envoyer des colis aux prisonniers. Dans mes souvenirs d'enfant, j'en voyais circulant sur son Solex en revenant d'Angleterre, et son Solex, on en admirait tous parce qu'il avait une plaque minéralogique anglaise, une plaque énorme, donc il passait pas inaperçu à l'époque. Ingénieur des mines de Paris, après son service militaire au 402 RAA, dans la caserne Guinaud, il a fait une brillante carrière d'enseignant-chercheur, directeur de l'enseignement en Polytechnique, membre de l'Académie des sciences, académie qu'il a présidée. Il a été élu à la présidence de l'Interacadémie Panel, l'Assemblée mondiale des académies des sciences. Il a travaillé avec Georges Charpak et Pierre Léna à une rénovation de l'enseignement de la science nommée la Malapad. Il définit cette méthode dans un coquillage au creux de l'oreille de la façon suivante. Apprendre la science en la faisant, guidé par un être, pour développer chez l'enfant la curiosité, développer son imagination et sa réflexion. Le collège de Commercy a adopté cette méthode. La presse régionale a d'ailleurs relaté le don fait par Safran au collège de mini-robots avec lesquels les élèves peuvent maintenant s'initier à la programmation. Il plaide aussi pour la création de Fab Lab, laboratoire mis à la disposition des lycéens et étudiants où ils peuvent laisser s'épanouir leur créativité. Il m'a demandé d'être court, je passe le micro à Mme Chicot. Moi, je n'ai pas du tout demandé que ce soit court. Mais je vais terminer assez brièvement. Bonjour, Monsieur Quéret. Bonjour, Monsieur le maire, Monsieur le président, Monsieur et Madame les vice-présidents de l'UCP, et bonjour à tous. Nous voici réunis grâce à la volonté de Monsieur le maire de Commercy, suite à la proposition de Monsieur Charlier. Merci d'avoir œuvré pour la venue de Monsieur Yves Quéret, que nous sommes très fiers d'accueillir aujourd'hui. Merci aussi à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Apprêtons-nous à passer un moment enrichissant avec Monsieur Quéret, savant de qualité qui saura, mieux que quiconque, nous faire toute la lumière sur la science avec un grand S. D'où vient-elle? Où va-t-elle? Que cette conférence marque par cette rencontre magique les 40 ans de rayonnement au pays de Commercy de l'UCP et qu'elle soit la récompense de toutes ces années fructueuses, et je souhaite bonne conférence à tout le monde. Bien, je vous laisse conférer, Monsieur Quéret, et puis nous aurons peut-être un temps d'échange derrière, en sachant que nous sommes contraints, puisque nous aurons une représentation à partir de 20h sur le cinéma. Voilà. Monsieur le maire, Monsieur le président de l'UCP, Madame la responsable de l'antenne locale de l'UCP, cher Jean-Paul aussi, mesdames et messieurs, chers commerciens, il a été dit que, en effet, j'ai passé toute ma jeunesse à Commercy, c'est vous dire combien je suis à la fois heureux et ému d'être ici. En effet, dans cette salle, nous jouions sur cette, ici, dans les fêtes du collège. Enfin, voilà, pour moi, Commercy, c'est évidemment le centre du monde. Et j'étais tellement heureux, il y a quelques mois, disons, d'inaugurer le collège d'excellence de sciences à Commercy. Et voilà, tout ça fait que je suis heureux et ému d'être là. Alors, l'idée de cette causerie, c'est pas vraiment une conférence, c'est de faire au fond l'histoire un petit peu de la science. Qu'est-ce que c'est la science? Nous en parlé beaucoup de la science. Alors ma question c'est, d'où vient-elle? Qu'est-ce que c'est? Comment s'est-elle construite? À partir de quoi? Premièrement. Deuxièmement, où en est-elle aujourd'hui?
qu'est-ce que c'est que la science aujourd'hui? Et puis troisièmement, nous essaierons, et vous devinez que je ferai assez bref parce que l'avenir n'est pas très connu, nous essaierons de voir troisièmement où est le vrai, la science. Il y a eu un jour, est-ce qu'on peut retirer sa veste? Oh oui, C'est chaud. Je vous remercie. Il y a eu un jour tout à fait prodigieux dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas exactement où c'était, ni comment c'était, ni à quel endroit, ni quand, mais quand même il y a eu ce jour où pour la première fois un être humain, un homme, on va dire que c'était une femme, parce que les femmes ont plus d'intuition en général que les hommes. On va dire que c'était une femme. Et elle était pas mal d'être géniale, cette femme, parce que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, elle a regardé un objet, ce que nous appelons un tronc, des feuilles, quelque chose bizarre près de sa caverne, et pour la première fois, elle a prononcé un mot, qui était le nom. Elle a dit arbre. Évidemment, elle n'a pas dit arbre, elle a dit chou. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit, mais elle a dit arbre. Vous voyez, elle a prononcé le mot arbre, et ce jour-là, grâce à cette femme, à la fois la langue et la science étaient liées. Et là, nous allons voir, c'est important, je crois, de bien comprendre que la langue et la science vont croître comme deux sœurs jumelles jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un peu plus tard une certaine séparation. Mais quand elle a créé le mot arbre, je répète, elle était évidemment dans le langage, elle créait le langage puisqu'elle créait un substantif, mais elle était dans la science parce que arbre, c'est un mot étonnant, c'est un mot qui définit une synthèse, c'est un mot qui définit un ensemble. Cette femme, c'est pour ça qu'elle était géniale. Elle avait compris qu'un petit olivier rabougri et puis un immense baobab, c'était un peu la même chose. Alors que c'est pas du tout évident. Donc vous voyez, elle était en train d'obliger, je répète, dans la langue, mais aussi dans la science, ou du moins dans cette province particulière de la science qui est la synthèse. Nous appelons ça la synthèse. Alors, est-ce que ce sont ces enfants, je ne sais pas très bien, qui se promenaient dans la forêt, qui ont dit, bon, elle a dit que c'était des arbres, on va aller un petit peu plus loin dans la définition. Il faut dire, un chêne, c'est pas tout à fait un être, et ils vont entrer dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on va analyser cet ensemble des arbres et ils vont donner des noms. Vous voyez, donc, à la fois, là, évidemment, la langue progresse, c'est évident, mais la science aussi. Parce que si je commence à savoir dire chêne, devant un chêne, je vois bien que je décris la nature un peu mieux qu'auparavant, et finalement, la science, nous dirons tout au cours de ce petit exposé, la science, ça n'est rien d'autre, rien de plus. On a quelquefois peur de la science, mais ce n'est rien d'autre qu'un récit sur la nature. C'est un récit qu'on prononce pour beaucoup avec des mots et des noms. Donc nous voilà avec la synthèse et l'analyse, et puis alors évidemment, on va vouloir aller un petit peu plus loin. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants diront, mais cet arbre il est grand, cet arbre il est petit, on va découvrir l'adjectif qualificatif, on qualifie les objets. Vous voyez bien qu'une progression dans la langue, une progression dans la science, avec les petits. On va inventer un peu plus tard le comparatif. Il est plus petit, il est plus grand. Et le comparatif est déjà une annonce pour plus tard de ce qu'on appelle la mesure. Un jour, on va mesurer les arbres. Celui-ci fait 28 mètres, il est plus grand que celui-ci. Ça fait 28 mètres. Nous progressons très rapidement, là, à la fois dans la langue et dans la science. Et puis, on inventera le verbe. Manger, dormir, pour désigner les actions. Et bientôt, on va pouvoir construire des phrases avec des substantifs, des adjectifs, des comparatifs, des adverbes aussi, et puis des verbes. On va construire des phrases. Et on peut imaginer la jubilation de ces hommes et de ces femmes qui ont lu, nous savons bien qu'avec quelques dizaines de mots, par exemple, par combinatoire, composer des centaines de phrases. Donc ils ont dû beaucoup s'amuser à composer des phrases. Et il y a eu un autre être génial, il y a c'est un homme pour équilibrer les choses, il y a eu un autre être génial qui a compris une chose essentielle. C'est que dans ces milliers de phrases que nous composions à ce moment-là, mais c'est vrai aujourd'hui aussi, c'est toutes ces phrases que nous prononçons, la grande majorité n'a au fond d'intérêt ou de statut, je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'intérêt que momentané et local. Si je dis je pars à la chasse au bison et reste à la caverne et garde bien les mioches, phrase de tous les temps, eh bien je regrette cette phrase, elle est intéressante ici. Aujourd'hui, mais à 10 km ça n'intéresse personne, et après-demain j'aurais peut-être oublié que j'ai prononcé. Donc beaucoup de phrases sont de ce statut, momentané et local. Et cet homme génial, il a compris qu'avec la même grammaire, la même syntaxe, la même langue, on pouvait construire des phrases radicalement différentes. Si je dis, regardez bien, j'ai une pierre dans la main, et si je dis lâcher, la pierre tombe, voilà une phrase infiniment simple, il y a un sujet et un verbe, c'est tout. Je pourrais dire peut-être, je vais adjecter tout à l'heure, verbe dire, elle tombe vite. Voilà. Lâcher, la pierre tombe vite, vous voyez que c'est une phrase d'une extraordinaire banalité grammaticale, et pourtant elle est extraordinairement différente.
elle m'indique quelque chose d'absolu, il y a une espèce de saut d'absolu et d'éternité sur cette phrase. Pourquoi? Parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père m'a dit qu'il avait toujours vu les pierres tomber. Et dans la caverne à côté, à 5 km, on me dit qu'elle tombe aussi là-bas. Donc vous voyez, c'est une phrase qui est complètement différente de l'autre. Elle marque une sorte de réalité du monde. La pierre tombe. Et ceci, alors on rebondit entre la science qui est là et puis le langage, ceci va me permettre de créer dans mon langage ce temps incroyable qui est le futur. Parce que la pierre tombe tellement régulièrement, tout le temps, elle est toujours tombée, elle tombe partout, que je m'autorise à dire demain la pierre tombera. Ce qui est une phrase complètement folle. Je ne sais pas si la pierre tombera. Mais j'en ai vraiment la certitude, et vous voyez, ce futur est déjà un futur de science. Je peux prédire des choses parce que j'ai des phrases de science. Alors ces phrases exceptionnelles, elles vont s'accumuler au cours de l'histoire, nous les appelons des effets. Par exemple, la phrase un courant électrique qui passe dans un fil chauffe la lampe, hein, ça c'est évident, si vous ne l'y croyez pas, vous pouvez le dire ici. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et petit à petit, au cours des siècles, et même des millénaires bien sûr, la science va être constituée avec des phrases, je dis bien des phrases, de langage, qui vont s'accumuler sur la grande étagère du savoir, et ce seront les effets, et petit à petit, nous allons comme ça mieux comprendre comment le monde fonctionne. Parce que toujours les pierres tombent, toujours les courants électriques chauffent la lampe, etc. Donc voilà, au fond, la langue, la science va être très longtemps une suite de phrases que nous appelons des effets. Alors évidemment, on ira un petit peu plus loin et il va falloir que je cite, mais très rapidement, quelques personnages clés dans cette histoire où les observations s'accumulent, où elles s'accumulent d'ailleurs dans des endroits un peu précis et dans des temps précis. Par exemple, il y a eu une science, je me permets maintenant de dire la science, c'est l'ensemble de ces effets, il y a eu une science chinoise qui a été très brillante et puis qui s'est arrêtée. On ne sait pas pourquoi. Il y a des thèses sur la question pourquoi la science chinoise s'était arrêtée. Il y a eu une science très brillante islamique. Et puis elle s'est arrêtée à peu près au XIe siècle, on ne sait pas pourquoi. Et puis il y a d'autres sciences, elle s'arrêtera peut-être un jour aussi, mais nous ne savons pas. Donc vous voyez, la science se développe comme ça, et puis bien sûr dans le monde grec. Elle se développe d'une façon très brillante, et je citerai simplement ici un homme important qui est Pythagore. Alors Pythagore était tout à la fois un homme de philosophie, un philosophe, un scientifique, un arithméticien, et dit-on, parce qu'on n'en est pas très sûr, personne ne l'a connu, mais c'est pas dit-on un homme qui aimait la musique, qui aimait les sons en tout cas, et Pythagore va être probablement le premier, vous voyez, dans cette sororité entre langage et science, à se poser une question nouvelle qui est, est-ce que la science qui est là sur mon étagère, est-ce qu'elle a un lien avec les nombres? Et on prétend, on dit que, on va dire que c'est vrai, parce qu'on n'en est pas sûr, mais on va dire que c'est vrai, il savait, d'abord Pythagore, il savait une chose que tout le monde savait à l'époque, c'est que si je frappe un gong petit, j'aurai un son élevé, et si je frappe un gong grand, j'aurai un son plus grave. Nous allons voir ici, un gong petit, ça serait ça. Vous voyez, plus élevé ici, plus grave ici. Et alors, c'est donc, Pythagore, pour la première fois, se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient eux-mêmes dans un rapport de nombre 5. Ça veut dire, je prends un gong de 2 mètres, par exemple, et un gong de 1 mètre. Autrement dit, un rapport 2 sur 1. Vous voyez, il s'intéresse sur un problème physique, qui est les sons, l'émission des sons, et il va se poser la question, encore une fois, de savoir s'il y a un rapport entre les sons et les nombres. Alors, si vous parliez de la main à la patte tout à l'heure, effectivement, avec les enfants, on peut faire beaucoup de choses. Et on peut en particulier faire l'expérience de Pythagore. Alors, on ne va pas amener des gongs dans l'école, je ne sais pas s'il serait admis, mais on va leur donner aux enfants des petits tubes, vous voyez, en plastique comme ça, et on va leur demander de faire un peu comme les gongs, c'est-à-dire de faire des tubes qui sont dans un rapport de taille 5, c'est-à-dire 2 sur 1, ou 1 sur 2, ou bien 2 sur 3, 3 sur 2, 3 sur 4, vous voyez, des nombres très simples à la Pythagore. Alors voilà ce que ça va donner. Les enfants vont évidemment couper ces bons. On va leur dire par exemple de les couper à, on va dire, 12, 8 et 6 cm. Hein. C'est-à-dire 12, 6 c'est le rapport 2 et 12, 8 c'est le rapport 3,5. 2 tiers si vous prenez à l'envers. Et on va demander aux enfants de souffler. Alors écoutez bien, je prends 12 cm. Pardon, pas très bon. Nous entendons, si vous avez l'oreille absolue, vous entendez une petite ça. Hein. Et je prends 6 cm.
Tout d'un coup, Pythagore s'aperçoit que, de façon tout à fait extraordinaire, quand on prend donc un rapport simple, eh bien, les deux sons sont comme des sons sœurs, des sons très proches. Et Pythagore découvre ainsi ce qu'on appelle l'octave. Et il découvre donc qu'il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire, un rapport entre ces nombres simples, les nombres entiers, 5, 2, 1, dans ce cas-là, 2, 1, 1 et 2, qui a une résonance avec, pensait-il, l'oreille. Nous savons bien que c'est pas l'oreille, c'est le cerveau. Donc, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire ici, entre ce rapport qui apparaît maintenant dans notre histoire, entre les nombres et puis nous-mêmes, notre cerveau. Je vais faire la même chose avec 12 et 8, peut-être, n'est-ce pas? Qui font, si ça c'est le rapport de tiers. Là, nous sommes dans la quinte. Et à nouveau, voilà un rapport de son qui est agréable à l'oreille. C'est pas comme c'est un peu brutal pour l'oreille. Donc, Pythagore s'aperçoit un des tout premiers qu'à la fois il y a une relation entre les nombres et le cerveau, et ça c'est intéressant parce que c'est des recherches très contemporaines, par exemple de Stanislas Dehaene, qu'en effet, on sait maintenant qu'un enfant qui vient de naître, par exemple, a déjà ces nombres inscrits dans son cerveau. Donc vous voyez, Pythagore, évidemment, ne savait pas ça. Et ce que Pythagore nous apprend, oublions Stanislas Dehaene, oublions le cerveau, mais qu'il y a un rapport de plus. Jusqu'à présent, nous n'avions que des phrases, mais maintenant nous avons des phrases et des nombres. Ça, c'est très très important dans l'histoire de la science. Alors la science progresse, et peut-être elle va progresser par accumulation donc, de ces fameux effets, et je fais un bond immense dans l'histoire, et j'arrive à un nombre très important à citer, c'est Galilée. Alors avec Galilée, nous allons avoir toujours ce rapport entre la science et la langue, mais nous allons avoir quelque chose de nouveau que je vais tout de suite expliquer. Alors Galilée, c'est un homme très, très connu, de multiples façons. Je crois que peut-être le Galilée le plus génial, c'est celui qu'on a à Venise à l'époque. Galilée meurt en 1742, vous voyez, c'est donc la première moitié du XVIIe siècle. Et on a depuis peu, grâce, je crois, il semble que ce soit un opticien de Hollande, un Hollandais, qui s'est avéré tailler des lentilles, donc la spécialité des lentilles vertes, et en mettant deux, en les disposant bien, on a, ce que vous savez, c'est une longue vue. L'équivalent peut-être à l'époque de ce que nous appelons une jumelle de théâtre, un grossissement de 5-6 petits grossissements, mais très même, très significatif. Et alors on raconte que ces messieurs de Venise, à ce moment-là, avaient acheté les hommes très riches, c'était très cher, ils l'ont vu, et qu'ils regardaient horizontalement dans la chambre des dames qui étaient en face. Alors Galilée, il a une idée beaucoup plus forte. Et Galilée, il va prendre la même point de vue, mais au lieu de regarder horizontalement, il va regarder la Lune. Et il est le premier homme à avoir regardé l'espace au fond avec une lampe. Et il s'aperçoit avec stupeur, parce qu'on croyait que la Lune était un objet complètement hors de proportion avec la Terre, aucun rapport avec la Terre, ça faisait partie du monde extérieur, n'est-ce pas, d'un monde mystérieux. Il s'aperçoit que c'est pas du tout mystérieux. Il s'aperçoit que la Lune a des montagnes, que les montagnes ont des ombres par le Soleil. Il s'aperçoit que la Lune ressemble beaucoup à la Terre. Et puis il va regarder Jupiter, qui a des lunes comme eux. Bref, tout à fait, mais on peut dire qu'il est le premier à concevoir ce que c'est que l'univers. Et ce mot est très important, unus. C'est l'unité du grand tout qui nous entoure, alors que jusque-là, il y avait la Terre, et puis le reste, on ne savait pas ce que c'était. Donc voilà un premier Galilée. Il y a un deuxième Galilée qui s'intéresse à la grande question scientifique, et il n'est pas le premier tout à fait à la poser, mais il est le premier à la résoudre. Pour un cas particulier, c'est le comment. Nous avons vu s'accumuler des phrases, nous avons vu que ces phrases exprimaient des réalités de la Terre qui nous permettaient même de prévoir et de dire d'utiliser le futur, mais maintenant, Galilée va plus loin, il dit, mais comment? Je sais la pierre tombe, d'accord, elle est sur la tagère là-bas, c'est un effet, la pierre tombe, mais comment tombe-t-elle? Alors Aristote s'était essayé à cette question déjà, c'est pour ça que je vous disais qu'il n'était pas le premier à se poser des choses. Et Aristote n'avait aucune autre moyen que d'avoir son intuition, et Aristote avait dit, la pierre tombe régulièrement, comme un train qui avance régulièrement, et Aristote avait tort, mais comme c'était Aristote que vous disiez, la pierre tombe régulièrement. Et Galilée s'est dit, mais je voudrais en savoir plus. Et je voudrais mesurer. Voilà un mot que j'utilise presque pour la première fois. Je voudrais mesurer comment la pierre tombe. Comment tombe-t-elle? Je ne peux le faire que si je mesure. Alors comme ce n'est pas possible à l'époque de mesurer une vitesse, je disais tout à l'heure que la pierre tombe vite, elle tombe trop vite pour que Galilée a cette idée, vous le savez bien tous, que tout à fait magnifique, très simple expérimentalement, de prendre un plan incliné et de faire rouler une boule. Évidemment que la boule tombe, si elle roule, c'est parce qu'elle tombe, mais elle tombe très lentement. Donc Galilée va pouvoir regarder ça de beaucoup
beaucoup plus près. Et comme vous savez sûrement aussi, je vous invite, il s'aperçoit, Galilée, que si le temps de chute est double, la hauteur de chute est 4 fois plus grande. Si le temps de chute est 3 fois plus grand, la hauteur si la hauteur est 3 fois plus grande, le temps est 16 fois plus grand, 4 fois plus grand. Bref, il s'aperçoit que finalement, la hauteur de chute varie comme le temps multiplié par le temps. 3 fois 9, 4 fois 7, etc. Et au lieu de dire ça, il pourrait mettre une phrase de plus sur l'Italie, il pourrait dire les pierres tombent de façon à ce que la hauteur de chute varie comme le temps multiplié par le temps. C'est une phrase longue et il a l'idée géniale de ramasser tout ça dans une formule et voilà que apparaissent les mathématiques. Il va écrire, évidemment bien, H à la hauteur de chute de la PH égale T au carré. Et ça, c'est évidemment totalement impossible. Voilà que les mathématiques apparaissent avec Galilée dans la science. Donc voilà que de la langue, nous avons beaucoup parlé de la langue, et ça va rester vrai, la langue va rester toujours en contact avec les choses, mais voilà qu'apparaît maintenant le langage. C'est un peu différent. La langue, c'est le français, l'anglais, le latin, c'était peut-être l'italien pour Galilée. Et voilà qu'apparaît ici un langage, qui est le langage mathématique. Un langage, c'est une formulation très condensée de quelque chose qui serait très difficile de définir par des phrases. Par exemple, la musique, si vous voulez dire en phrase une symphonie de Beethoven, ça serait très compliqué. Vous avez dit à ce moment-là, le hautbois rentre et puis il va jouer un pas du tout. J'ai un langage qui est le langage de la partie musicale. Bref, voilà que les mathématiques font leur entrée dans la science et pour être clair, je crois que c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous, en tout cas beaucoup de jeunes en particulier, ont peur de la science parce qu'ils se disent il y a des mathématiques et que malheureusement souvent ils ont un peu peur des mathématiques, étant admis que les équations disons, de la physique, de la science ne seront pas toujours aussi simples. Elle a été évidemment très simple, mais ça va se complexifier. Donc voilà Galilée, un dernier Galilée, vous voyez là je vous propose 3 Galilées, le Galilée de la Lune, le Galilée des mathématiques, puis un troisième Galilée qui est très connu, et disons-en un mot quand même, c'est Galilée du procès de Galilée. Alors Galilée, vous le savez bien, dit le soleil, c'est pas le soleil qui tourne dans le ciel, c'est nous qui tournons sur nous-mêmes. Et ça se heurte à un certain nombre de problèmes, parce que dans la Bible, il est dit, le livre, je ne sais plus quel livre, honnêtement, que le soleil s'arrête à un certain moment. Donc, si le soleil s'arrête, c'est qu'il est en mouvement. Pour s'arrêter, il faut qu'il soit en mouvement. Donc, c'est bien le soleil qui tourne et pas nous. Vous voyez la discussion. Bon. Ceci étant, à l'époque de Galilée, Copernic a déjà dit ça, que c'était la Terre qui tournait sur elle-même et que le soleil était fixe. Donc, on est prêt à le croire. Et simplement, c'est pas très facile de l'admettre, et notamment au Vatican. Galilée est très proche du pape de l'époque, il est très ami. Et finalement, c'est intéressant de parler du procès. Le procès, on se borne toujours à dire oui, c'est scandaleux, l'Église a condamné Galilée, et effectivement, l'Église n'a jamais dû condamner Galilée, puisqu'en plus, c'était vrai, c'est la théorie historique. Mais la question est intéressante sur le plan de l'histoire des sciences, parce que finalement, un des juges de Galilée, le cardinal Bellarmine, qui était plutôt proche de Galilée, lui dit, mais monsieur Galilée, vous nous dites que la Terre tourne sur elle-même, mais vous êtes le premier à dire qu'il faut prouver les choses, qu'il faut les mesurer. Est-ce que vous avez mesuré ça? Est-ce que vous avez prouvé? Et évidemment, Galilée ne peut pas répondre à cette question. Et alors Bellarmine lui dit, mais dites-nous que c'est une hypothèse. Voilà la première fois de prononcer le mot, c'est une hypothèse, c'est un élément important de la science, l'hypothèse. C'est une idée que nous avons, une intuition, comme cette femme de tout à l'heure, autrefois, une intuition que nous avons et que nous ne pouvons pas, ou pas encore, prouver. Donc, vous voyez, on lui dit, mais dites-moi, c'est une hypothèse. Et là, les juges avaient tout à fait raison, c'était une hypothèse, et Galilée, qui est un homme très orgueilleux, dit non, elle tourne. Fichez-moi la clé, elle tourne, vous voyez. Donc, le procès est intéressant de ce point de vue-là, parce que, bien sûr, il n'aurait jamais dû se condamner, ça c'est sûr, mais vous voyez, c'est pas si simple que ça. Et qu'il y avait véritablement un vrai problème de savoir ce que c'est qu'une hypothèse en science et ce que c'est qu'une démonstration. Ça, c'est une démonstration expérimentale. Vous avez vu, il a mesuré la hauteur de chute et la hauteur de chute. La Terre tourne sur elle-même, c'est pas du tout une preuve, c'est une hypothèse. Bon. Voilà pour Galilée qui, en tout cas, joue un rôle central dans notre d'où vient la science. Je suis toujours évidemment dans ma première partie. Vous avez deviné qu'il y aurait 3 parties. De plus en plus courtes d'ailleurs. La première, c'est d'où elle vient. La deuxième, ça sera où sommes-nous maintenant? Et puis la troisième, où va-t-elle? Vous devinez d'avance que je ne pourrais pas dire grand-chose parce que c'est le futur. Donc nous sommes toujours dans la première partie. Et après Galilée, il y a quelques noms à citer. Le plus important à citer tout de suite après Galilée, c'est Newton.
Alors c'est d'autant plus tout après Galilée que Newton, c'est un hasard né l'année de 1642 où Galilée meurt. Donc vous voyez, c'est une suite, Galilée meurt et Newton prend la relève. Alors évidemment, Newton est au courant des travaux de Galilée. Déjà à ce moment-là, les travaux scientifiques circulent bien en Europe et Newton, évidemment, est bien au courant de ce que Galilée a fait. Quand Newton a 20 ans, vous voyez, c'est ce que Galilée a fait 30-40 ans auparavant. Et Newton va se poser la deuxième grande question de la science. La première, je vous ai dit, c'est le comment. Et nous avons vu que, en partie, ici, Galilée répond au comment la Pierre tombe-t-elle. Et Newton se pose une question beaucoup plus difficile. C'est la deuxième question de la science, c'est pourquoi tombe-t-elle? Bon, maintenant, d'accord, se dit Newton, je sais, elle tombe comme ça, avec cette équation, très bien, elle tombe comme le carré du temps, mais pourquoi tombe-t-elle comme ça? Et alors, je résume évidemment très vite l'histoire de Newton en disant, et on va rester sur l'histoire de la Terre qui tombe, on va prendre d'autres exemples. Newton invente un concept, c'est ce qu'on appelle un concept en science, en philosophie aussi, il y a des concepts, c'est-à-dire une idée de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais qui est probablement vrai. Et le concept, comme vous le savez bien, de Newton, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui agit sur la pierre, concrètement, c'est une force. Et c'est ce que nous apprenons, heureusement d'ailleurs, dans tous les collèges, il y a des forces qui agissent sur les objets, et Newton va un peu plus loin que simplement dire il y a une force, comme nous le savons bien aussi, il définit la forme mathématique à nouveau qu'a cette force. Quand deux objets, il pense qu'il y a la pierre, dans cette expérience de la pierre qui tombe, il y a deux objets, il y a la pierre, évidemment, puis il y a la terre. Et il dit il y a une force qui attire, on pourrait presque dire aussi une tautologie maintenant, mais c'était très nouveau de dire ça, il y a une force qui attire la pierre vers la terre. Et plus généralement, avec une sorte de jet de terre, à nouveau, comme tout à l'heure Galilée avait complètement fait exploser son idée de la Lune et de Jupiter sur tout l'univers, de la même façon, Newton va avoir une idée géniale qui est de dire si ça se passe pour la pierre et la terre, ça se passe pour tout couple d'objets. Donc deux étoiles, ou bien la terre et la Lune, ou bien la pierre et la terre, ou bien la pierre et la Lune, et ça. Donc, il définit qu'il y a entre deux objets une force qui les attire l'un vers l'autre. Il en donne la forme, ça dépend de la masse des objets et ça dépend inversement du carré de distance. Bon, peu importe. Mais vous voyez, voilà quelque chose d'intéressant, de très important. Maintenant, nous avons un semblant, je dis bien semblant, je vous verrai tout à l'heure, vous voyez, c'est un semblant de réponse à la question de pourquoi. Pourquoi la pierre tombe-t-elle et pourquoi le monde se comporte-t-il comme il se comporte? Eh bien, il y a des concepts à inventer à chaque fois, et un concept ici, c'est le concept de force. Le seul ennui, c'est que nous n'avons jamais vu une force, nous n'avons jamais touché une force. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Ça reste quand même un concept, ça reste un peu une hypothèse, et un peu comme pour Galilée tout à l'heure. En tout cas, voilà, nous avançons, vous voyez, la science est toujours un langage sur la nature, mais maintenant ce langage se précise grâce à est une langue plutôt sur la science et il se précise par un langage, que dans les mathématiques. On se pose maintenant les grandes questions du comment et du pourquoi. Nous l'avons dit pour la pierre, mais ça c'est vrai pour tous les phénomènes qui se passent sur le climat, l'électricité, comment ça se passe et pourquoi ça se passe. Alors là, nous allons aller très vite pour la suite. Il y aurait des noms à citer, il y en aurait énormément dans les siècles qui vont suivre, dans les quelques siècles qui vont suivre. Je ne vais en citer que 2 ou 3. Il y en a un qui est important. Le siècle suivant de Newton, c'est la place. La place, je pourrais citer beaucoup d'autres noms, peut-être que je cite la place parce que j'ai un homme qui s'appelle la rue Laplace. Mais Laplace est un homme important, c'est un astronome, un mathématicien, un physicien, un philosophe aussi. Et Laplace va aller beaucoup plus loin philosophiquement que Galilée et Newton. Et Laplace croit évidemment tout à fait aux idées de Galilée et de Newton. Il comprend qu'il y a des forces qui ont la forme que je disais tout à l'heure, par la mathématique qu'a donnée Newton, et il se dit, là le monde est fait de petits objets innombrables peut-être, alors, par exemple des molécules, de l'oxygène ici dans cette salle, il y a de l'oxygène, il y a de l'acide par exemple, et puis il y a beaucoup d'autres choses. Et Laplace dit, si je connais toutes les caractéristiques de cette particule-ci,
C'est-à-dire sa position, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et sa vitesse c'est comme ça, elle va comme ça. Si je connaissais ça pour tous les objets, ce qui est impossible évidemment, mais si je le connais, alors je saurais tout l'avenir du monde. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. C'est-à-dire que nous pouvons penser avec la place que le monde est déterminé. Ce qui est évidemment tout à fait saisissant et inquiétant pour notre liberté. La place fonde une doctrine qui est le déterminisme. Le monde est déterminé. Maintenant, je ne les connais peut-être pas, ces vitesses et ces particules, mais elles les connaissent, donc elles continuent leur chemin, elles savent où elles vont, je ne peux rien. Je ne peux absolument rien sur le monde qui m'entoure, le monde est déterminé, ce qui est évidemment un gros problème, évidemment, éthique et philosophique. Voilà, on peut citer la place est quand même un grand monsieur. C'est lui, par exemple, qui est pratiquement le premier à avoir la conception des galaxies. Nous sommes dans une galaxie, c'était un amas d'étoiles qui est la Voie lactée, mais on commence à l'époque à se douter, on n'a pas vu encore, et c'est très fort, c'est à nouveau une hypothèse de la place, c'est qu'il y a d'autres amas d'étoiles qui existent des galaxies. Vous savez bien que c'est tout à fait vrai, qu'il y a environ 150 milliards de galaxies dans l'univers, et que chacune comporte environ 500 milliards d'étoiles. Ça fait beaucoup d'étoiles, c'est ça. Donc voilà pour la place, et puis on pourrait citer d'autres noms. Étant en Lorraine, je ne peux pas ne pas citer Henri Poincaré, qui est un immense mathématicien, professeur à Nancy. Et maintenant, vous avez vu que les mathématiques sont entrées dans la science. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais les mathématiques font complètement partie de la science. Et il se développe une mathématique, je le répète, qui est beaucoup plus compliquée que celle-ci, et qui marche la main dans la main avec, je vais dire ici, un peu la physique. Parce que, vous voyez, je n'ai guère parlé que d'exemples physiques, et pendant des siècles, la science, ça va être essentiellement la physique. Les sons, vous avez vu tout à l'heure les sons, la pierre qui tombe, etc. On pourrait citer Henri Vogt. Henri Vogt, moi quand j'étais au collège, j'ai le collège Henri Vogt, je crois que c'est le lycée qui s'appelle Henri Vogt. Henri Vogt était un très très bon mathématicien de Nancy, je crois, il s'occupait de ce qu'on appelle les équations différentielles. On pourrait donc citer comme ça un certain nombre de personnages, mais je voudrais assez rapidement maintenant en arriver à la science de maintenant. Et pour en arriver à la science de maintenant, il faut citer une dernière période qui est au fond la suite logique de la place et du déterminisme. Et finalement d'une vision très optimiste de la science. Vous voyez, si je retourne un tout petit peu en arrière, je peux prévoir comment un objet va tomber. Avec Newton, je peux prévoir comment les astres vont se rencontrer ou non. Vous voyez. Donc la place, je reviens à lui, ce n'était pas du tout idiot de dire que le monde est déterminé par les mathématiques, par la science. Et se pose ici, j'ouvre une minuscule parenthèse, il y a des mathématiciens dans la salle et ils sauront sans doute mieux répondre que moi à la question que je vais poser. On commence à se poser à ce moment-là, Poincaré, par exemple, que j'ai cité, cela pose cette question, mais quel est le statut des mathématiques? Nous avons effleuré, nous avons bien compris que les mathématiques font intégralement partie de la science, mais il y a une question très étrange à se poser, à la suite peut-être de Newton ou d'Henri Poincaré, c'est la suivante. Est-ce que les mathématiques sont inhérentes à l'univers? Est-ce qu'au fond, elles font partie intégralement de l'univers? Et le mathématicien ou le scientifique ne se contente que d'aller les trouver dans l'univers, comme un archéologue va trouver une lampe étrusque dans la terre. Ou bien, c'est une première hypothèse, ou bien les mathématiques sont dans l'univers, et je répète, le mathématicien, le scientifique, n'est là que pour aller les dénicher, et petit à petit il les trouve, et il fait des théorèmes, mais ces théorèmes, ils étaient là avant lui. Ou bien, vision complètement différente, ou bien les mathématiques sont issues du cerveau humain depuis quelques millénaires, depuis quelques temps, depuis Pythagore. Voilà une des grandes questions qu'on commence à se poser sur les mathématiques en tout cas, mais si on se la pose sur les mathématiques, on se la pose pour toute la science, n'est-ce pas? La science, au fond, la science telle que nous la faisons, telle que nous la faisons, est-elle incluse depuis le départ, disons, du Big Bang, ou au contraire, est-ce que nous la découvrons et que le monde ici il fait ce qu'il veut, et c'est nous qui découvrons des formules qui collent au monde? Vous voyez, voilà une question importante. Je referme cette parenthèse. Et j'en arrive maintenant à une époque qui est presque l'époque actuelle, qui est l'époque de la fin du siècle précédent, c'est-à-dire 1880. Vous voyez, la science s'est accumulée un nombre énorme de données, de connaissances.
Et on est très optimiste. À la fin du 19e siècle, 1880, on pense que la science a accumulé tellement de connaissances, en tout, en physique, en chimie, en géologie, en astronomie, etc., que la science sait à peu près tout. Il y a une phrase très célèbre d'un grand physicien anglais qui s'appelle Thomson, et il était Lord Kelvin, tout le monde connaît le mot de Kelvin, évidemment, et tout le Kelvin, le Kelvinateur, etc. Donc c'était un grand monsieur, et il dit cette phrase extravagante pour nous maintenant. Il dit, en 82, je crois, édition de la physique, parce qu'on disait la physique pour les sciences, vous voyez, on dit même la science maintenant. La physique a atteint sa complétude, il n'y a plus que quelques décimales supplémentaires à trouver. Vous voyez, des décimales, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, le nombre pi, 3,14, si je connais 3,14, c'est déjà bien. Moi, je peux faire des tas de choses avec le cercle, mais alors, je vais m'aller avoir une décimale de plus. Donc, plus je vais loin ici, moins c'est important. Des petites décimales de rien du tout. Et voilà l'image qu'on a, parce qu'il n'est pas le seul, à la fin du XVIIIe siècle, la science a fini, elle a tout compris. C'est une vision extraordinairement optimiste, et nous verrons tout à l'heure, quand on parlera de l'éthique, que non seulement elle a tout compris, mais elle est le bien intégral. Donc c'est une vision très optimiste, on sait tout. Alors, je disais que c'était une phrase absolument extravagante, quand on sait que quelques décennies plus tard, et là j'arrive à maintenant, pratiquement la science de maintenant, mais je passe à la deuxième partie, eh bien, maintenant ça comporte un peu le siècle qui vient de se terminer. La phrase est extravagante parce que Kelvin a à peine fini de la prononcer, que vont arriver 4 ou 5 grandes découvertes qui font que la physique de Kelvin est complètement du passé très lointain. Alors, ces grandes découvertes, je les cite parce que vous en connaissez l'existence, mais c'est quand même la relativité, Einstein, vous voyez, Kelvin 1882, Einstein c'est 20 ans après. Tout de suite après que Kelvin avec cette phrase tout, nous savons tout, Einstein remet complètement en cause la notion de force, et Einstein nous montre que les forces n'existent pas. C'était un concept intéressant, utile pour faire des problèmes au lycée, et pour faire plus que des problèmes au lycée, pour envoyer des sondes sur des... Donc c'est un concept immensément utile, mais qui est un concept seulement. Et Einstein, non, dans sa relativité générale, montre que c'est pas du tout, il n'y a pas de force dans la nature. Si la pierre tombe, c'est que tout simplement elle est prise dans un univers qui est tordu, qui a des formes extraordinairement difficiles à imaginer, et que finalement la pierre, ou tout ce que vous voulez, ou un objet dans l'espace, suit en fait une sorte de ligne de plus grande pente d'un espace court, comme on dit, très difficile à imaginer, très mathématique. Donc, pauvre Thomson. La relativité, premièrement. Deuxièmement, la science quantique. Alors ça, c'est complètement nouveau, c'est d'ailleurs les années 1920, et ça consiste à mettre complètement par terre l'idée un peu du déterminisme, c'est-à-dire si je savais la vitesse, ça, ben non. La mécanique quantique nous montre que si je savais la vitesse et que la position n'est pas finie, ben je n'en saurais pas beaucoup plus sur ce qu'elle va faire. C'est paradoxal, parce que j'ai bien l'impression d'effet. Si je lance une boule, eh bien je sais qu'elle va aller à ce moment-là. Mais pour les petits objets, particuliers en particulier, je ne peux plus parler d'un déterminisme de sa position future, je peux parler simplement d'une probabilité, voilà la première fois que je prononce ce mot, d'une probabilité pour elle d'être là ou ailleurs. Alors cette probabilité peut être calculée, donc le déterminisme n'est pas complètement perdu, mais il a une forme complètement différente. C'est-à-dire le monde est déterminé par les probabilités. C'est une idée complètement nouvelle. Ainsi, d'abord, toute petite parenthèse, cette grande théorie quantique, elle naît essentiellement en Allemagne dans les années 20. Et là, c'est juste une petite remarque au passage. Les Allemands, pendant la guerre de 14, en gros, mais je crois un peu dans les États ici, n'ont pas envoyé les jeunes étudiants brillants au front. Ils ont mobilisé, ils étaient à l'arrière, et c'est une science extraordinaire allemande, rien à voir avec le nazisme. Dans les années 20, une science extraordinaire de physique, de mathématiques, les grands mathématiciens sont pour beaucoup des Allemands, les Français sont exemples, les promotions entières de l'école normale supérieure, de Polytechnique, peut-être pas entières, ont disparu pendant la guerre. Je ferme cette parenthèse. Donc vous voyez la relativité. Le monde quantique, totalement nouveau, une vision complètement nouvelle. Troisièmement, l'espace. Alors, l'espace, l'univers. Tout le monde pensait, aussi bien d'ailleurs Galilée que Newton, que Laplace,
et que Einstein, tout le monde pensait que l'univers était fixe. Vous voyez, j'ai évoqué l'univers, il est là dans mes mains, il y a des milliards, des 100 milliards de galaxies, il y a 100 milliards de milliards d'étoiles, mais tout ça est fixe. Et c'est là, comme ça. C'est pas très bien, mais c'est fixe. C'est une idée tout à fait plausible, après tout. Mais voilà qu'un abbé en Belgique, qui s'appelle l'abbé Lemaitre, prend en main ce qu'on appelle les équations d'Einstein, parce que ce que je vous ai dit très rapidement d'Einstein tout à l'heure se manifeste évidemment de la vie maintenant par des équations. L'abbé Lemaitre résout les équations, ce n'est pas facile, c'est des hautes mathématiques. Il s'aperçoit que s'il résout les équations d'Einstein, l'univers s'étend. C'est complètement bouleversant à nouveau à l'époque. C'est 1919, c'est un peu plus contemporain de la relativité d'Einstein. Alors, pour la petite histoire, mais c'est quand même pas la petite histoire tout à fait, l'abbé Lemaitre, évidemment, écrit, il n'est pas du tout connu. Einstein est déjà très connu. J'ai écrit à Einstein, et il dit, monsieur Einstein, moi je suis désolé, quand je résous vos équations, enfin je suis pas désolé, je vous annonce que si on résout vos équations, si je ne suis pas trompé, l'univers s'étend. Alors Einstein est sidéré, et ça vous montre, c'est aussi tout ça, c'est des petits éléments qui peuvent s'ajouter, mais les plus grands savants eux-mêmes ont des a priori. Nous avons tous des idées préconçues, hein, et même Einstein, a l'idée préconçue que l'univers est fixe. Et il dit, c'est pas possible. Ou bien l'abbé Lemaitre s'est trompé en résolut des équations, ou bien les équations sont fausses. Alors il refait les calculs de Lemaitre, et ça ne passe pas, je vais mettre sa raison. Donc les équations sont fausses. Je veux que, quand on résout les équations, l'univers soit fixe. Oui, je raconte ça comme une petite anecdote, mais ils peuvent avoir des idées fixes. Alors, bon, il change en effet ces équations. Il insère un terme dans ces équations, en sorte que si je les résous, maintenant, l'univers est fixe. Et puis patatras, 3, 4, 5 ans plus tard, l'astronome américain Hubble, alors fait maintenant des mesures, l'abbé Lemaitre c'est du calcul, hein, l'abbé Lemaitre ne voulait pas, et l'astronome regarde et il voit en fait que l'univers s'étend. Et Einstein dira plus tard, ça a été la plus grande erreur de ma vie de voir arrêter, et évidemment il reconnaîtra son erreur. Alors vous voyez, je répète, nous sommes maintenant au temps presque présent, nous avons tout d'un coup la culmination extraordinaire de la relativité, du monde quantique et de l'expansion de l'univers. Puis il faudrait y ajouter, en 1950, la biologie moléculaire. Je n'ai pas encore parlé de biologie. Jusqu'à présent, la science, il n'y avait pas beaucoup de biologie. Ça n'existait pratiquement pas, j'ai surtout parlé de physique. Eh bien, la biologie moléculaire apparaît et elle va se développer à une vitesse absolument fantastique à partir de 1950. Et puis, une cinquième grande découverte, mais qui était un peu antérieure à Kelvin, c'était évidemment l'évolution. C'est Darwin. Et avec la théorie de l'évolution, nous retrouvons une science, on a un élément de la science qui ne s'exprime que par une langue. Je disais tout à l'heure que les mathématiques interviennent presque partout, c'est ça le presque, c'est qu'on peut avoir des théories en science, l'évolution en est une, qui ne demande pas, ou en tout cas presque pas, de mathématiques. Alors vous voyez, voilà, le paysage s'est complètement bouleversé. Le paysage s'est bouleversé et nous arrivons maintenant donc à véritablement la science d'aujourd'hui. La science d'aujourd'hui, elle avance à toute allure sur ces nouvelles idées de la relativité, de monde quantique, etc. Et je ne donnerai, comme beaucoup d'exemples, je ne donnerai qu'un exemple d'une science absolument contemporaine qui se fait en ce moment même, dans les jours qui sont là, ou dans les semaines qui sont là, c'est l'observation. Alors je vous donne celle-ci comme une histoire vraie, et comme un exemple de la science qui se fait aujourd'hui même. C'est l'histoire de ça va être pris dans l'astronomie, qui est quand même une science très fascinante, c'est l'histoire de l'étoile S2. Alors les étoiles ont souvent un nom, l'étoile S2, c'est une étoile très très particulière, qui est tout près, c'est l'objet le plus près qu'on connaisse de notre trousse noire centrale. Alors c'est un mot que je n'ai pas encore prononcé. Depuis déjà la place, la place avait une idée, tout à fait encore une hypothèse, qu'il pouvait y avoir des endroits dans l'espace, dans l'univers plutôt, où il y avait une matière tellement énorme concentrée dans un endroit si petit, avec donc une densité inimaginable, complètement inimaginable, tellement grande que les objets qui étaient dedans ne pourraient pas en sortir. Et même la lumière ne pourrait pas en sortir. Donc si la lumière ne peut pas en sortir, bien qu'il y ait la lumière dedans, je ne peux pas la voir. Donc il est noir. Donc cette idée des trous noirs, c'est déjà la place, mais c'était une hypothèse complètement farfelue. Et voilà que maintenant, nous avons depuis quelques semaines, mais c'est très récent, pratiquement la preuve à 99%, si vous voulez, que le trou noir central de notre galaxie existe. Alors pourquoi? Eh bien ça c'est une équipe, c'est un exemple minuscule, mais dans la science contemporaine, qui est évidemment bien plus grande,
Mais c'est une équipe franco-allemande, et c'est dans l'Europe que ça se passe, qui examine au Grand Observatoire européen du Chili, l'Europa, c'est un immense observatoire, le plus bel observatoire actuellement au monde, au nord du Chili, parce qu'il y a un désert et un sec, etc. Et cette équipe étudie cette étoile qui est tout près du trou noir central. Et alors, vous allez tout de suite comprendre comment cette mesure est bouleversante d'une certaine façon. Et je répète, c'est pas moi-même que ça se fait, avec une habileté expérimentale folle, parce que pour voir cet espace, il a fallu en amont créer des prodiges de modification des télescopes. Je passe là-dessus. Voilà l'étoile. J'arrive enfin à la voir. Je répète, ça déjà c'est un exploit. Et puis je constate, je la suis dans le temps, et on va dire que par exemple actuellement on est là, eh bien cette étoile décrit une ellipse. Et par conséquent, il faut qu'il y ait quelque chose ici. Et ce quelque chose ici, nous savons maintenant, enfin les astronomes savent maintenant que c'est notre trou noir central. L'étoile met 15 ans à faire le tour, elle est tout près, alors que nous mettions 200 millions, 250 millions d'années pour faire le tour. Nous faisons nous aussi le tour du trou noir central, mais elle est beaucoup plus près, elle tourne beaucoup plus vite. Et le fait de voir cette étoile tourner autour de rien, il n'y a rien ici. Les astronomes ne voient rien, et bien nous montrent que là, en fait, il y a le trou noir. Énorme trou noir. Alors on va même plus loin, on fait des mesures qui permettent de dire que le trou noir central, il comprend entre 5 et 10 millions de notre Soleil. Imaginez, notre Soleil, c'est déjà pas mal. Notre Soleil comme masse, il faut mettre 5, 7, 8 millions de soleils pour avoir notre trou central, notre trou noir central. J'ai parlé d'un mot, là aussi je ne peux pas ne pas ouvrir une toute petite parenthèse, j'ai parlé de l'observatoire européen. Le hasard fait que nous sommes dans l'Europe, après demain on en parlera. Il faut tout de même que nous sachions tous que l'Europe est extraordinaire. L'Europe, quand elle n'est pas prise dans des problèmes politiques ou mercantiles ou financiers, etc., elle réalise des choses absolument uniques. En tout cas, elle en a réalisé 2, il y en a d'autres, mais extraordinaires, il faut le savoir. Le CERN, CERN, c'est le Centre d'études de recherche nucléaire à Genève, et c'est un centre qui est maintenant le plus grand centre au monde. Il est bien plus fort que les centres américains ou russes. C'est là qu'il y a des grands accélérateurs, et c'est là que c'est absolument merveilleux, c'est là que l'Europe peut inviter des Américains, parce qu'il y a évidemment les Européens, ils sont là, mais on invite des Américains qui travaillent avec des Iraniens, on invite des Palestiniens qui travaillent avec des Iraniens, des Israéliens, vous voyez. C'est un centre merveilleux qui est le CERN, et ça c'est l'Europe. Et deuxièmement, l'observatoire auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est la même chose. C'est maintenant le plus bel observatoire qui soit, il est européen. D'ailleurs, la France y a joué un rôle important puisqu'il a été pratiquement lancé, enfin les idées initiales, par quelqu'un dont vous vous rappelez peut-être le nom, qui est Hubert Fleurien, qui a été un grand scientifique et un grand ministre de la recherche en France il y a à peu près 30 ans. Donc vous voyez, l'Europe, j'en profite puisque nous sommes vendredi, pour dire l'Europe c'est quand même extraordinaire. En tout cas en science c'est absolument extraordinaire. Dernier point sur cet observatoire du Chili, c'est là aussi qu'une autre magnifique première a été faite par une jeune française, Anne-Marie Lagrange. Là encore, je veux une parenthèse sur les femmes. Le rôle des femmes dans la science doit croître de plus en plus. Il a déjà été énorme, les femmes ont été souvent oubliées. Un oubli qui est scandaleux, c'est l'oubli qui a été fait pour la découverte j'ai parlé tout à l'heure de la découverte en 1950 de l'ADN, n'est-ce pas, la molécule de la génétique. Le prix Nobel a été donné à 2 hommes, Crick et Wilson, qui le méritaient. Il y avait Rosaline, je ne sais plus son nom de famille, qui avait travaillé largement autant que là, on l'a oublié. Donc ces scandales doivent disparaître, et pour donner simplement un exemple, à nouveau dans cet observatoire du Chili, Anne-Marie Lagrange est une jeune femme qui est une très brillante astronome, et elle a réussi un autre exploit, vous avez compris ça, c'est un exploit, elle a réussi un autre exploit qui est d'avoir été la première à voir une exoplanète. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? Nous avons par exemple le Soleil qui est là, et nous avons autour du Soleil, nous savons bien, la Terre qui tourne, Mars, Jupiter, etc. Et ce qu'on a découvert, c'est pas elle qui a découvert ça,
Ça a été découvert d'ailleurs en France, dans l'Observatoire de Haute-Provence, quand la première fois on a vu une planète qui tournait autour d'une étoile lointaine. Vous voyez, qui n'est pas le Soleil, voilà une étoile maintenant lointaine, elle est à, je ne sais plus très bien, la première c'était 5 ou 6 années-lumière, oui, c'était quand même très loin, mais c'est pas trop loin à l'échelle de l'univers, et on a pu comprendre qu'il y avait une planète qui tournait autour. Ce qui était une première réponse à cette question lancinante de l'humanité, est-ce qu'il y a une vie ailleurs? C'est pas une réponse, bien sûr, ça ne dit pas qu'il y a une vie, mais ça dit qu'il y a d'autres planètes. Alors depuis cette première observation, on a maintenant des milliers, je crois 1500 ou 2000. Mais ce que Anne-Marie Lagrange a été la première à faire, c'est qu'elle a pu voir cette planète. Parce que jusque-là, on avait que des indications qui étaient des indications un peu qui étaient sûres, mais qui n'étaient pas la vision de la planète. C'est incroyablement difficile de voir cette planète, parce que déjà l'étoile est là, et elle est déjà très loin, et évidemment elle éclabousse complètement de lumière sur cette région. Donc voir ce petit point qui n'émet pas de lumière, qui est une planète comme nous, ça a été un grand succès, et c'est une femme, qui est Anne-Marie Lagrange, dans cet observatoire du Chili. Voilà donc pour ces grands ensembles européens. Naturellement, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de très belles sciences ailleurs, en particulier aux États-Unis, au Brésil. Il y a évidemment un mouvement extraordinairement international de la science. Les scientifiques se parlent tout le temps, ils s'écrivent, toutes les connaissances sont échangées, et on peut dire, puisque je vous disais, nous parlons maintenant de la science actuellement, on peut dire qu'il n'y a probablement jamais eu autant de sciences produites que maintenant. Absolument extraordinaire. Je vais donner plein d'exemples d'astronomie, mais alors, s'agissant du aujourd'hui, il y a quand même autre chose à dire que la pure science, la notion de la pure science, il faut s'intéresser aux applications. Et les applications de la science sont infiniment nombreuses, nous n'avons pas parlé, c'est vieux les applications. On a pensé souvent que Archimède, vous savez, avait brûlé la flotte romaine, Syracuse ou par là, avec des miroirs. Vous voyez, alors c'est probablement pas vrai, mais la seule fait qu'on y ait pensé, on utilise ici une théorie de la science, la réflexion de la lumière sur un miroir, pour aller brûler les bateaux. Donc ça c'est une application et ça c'est la science. Le miroir c'est la science, et puis les bateaux qui brûlent, c'est évidemment une application. Très bonne pour les assiégés et très mauvaise pour les assiégeants. Alors donc les applications c'est pas intéressant, mais nous sommes entourés, nous sommes complètement submergés d'applications, le téléphone portable, on éteint le GPS, et je n'ai pas la peine d'insister beaucoup sur le fait que nous nageons dans les applications de la science. Par contre, nous pouvons nous poser des questions sur le fait que ces applications sont bonnes ou mauvaises. J'arrive toujours dans la partie 2 qui est aujourd'hui, nous avons vu la science sous forme de l'astronomie. Nous sommes maintenant dans les applications et maintenant nous passons à l'éthique. Le bien et le mal. Est-ce que la science fait le bien ou est-ce qu'elle fait le mal? Jusqu'à présent, j'ai été très optimiste, j'ai été très bien, j'ai été très positif sur la science et je le serai toujours. Mais est-ce que, quand on applique la science, est-ce que c'est le bien ou le mal? Déjà avec Syracuse, vous voyez, c'est bien ou c'est mal de brûler une flotte? C'est bien pour les assiégeants, c'est mauvais pour les assiégeants, c'est bien pour les assiégés. Alors, là, il faut se rendre compte, je retourne un tout petit peu en arrière en tant que Kelvin, c'est-à-dire au moment de cette période où je disais que Kelvin, c'est la science avait tout trouvé, et plus généralement, on disait la science n'est que bonne. La fée, l'électricité, les transports. J'ai retrouvé un petit livre de ma mère, qui était donc une petite élève à Commercy, dans les années 1900, un petit livre d'enfant, quand elle était à l'école en primaire, et il y a 2 pages pleines sur, donc c'est un livre, vous voyez, des années 1900, la science est parfaite. La science ne nous donne que le bien. Et c'est vrai, elle nous donne beaucoup de bien. Pasteur, à ce moment-là, il y a Pasteur, il y a l'électricité, il y a les lampes qui commencent à allumer, il y a la fée d'électricité, donc la science n'est que bonne. Et puis voilà, il y a une date à citer qui est un tournant très dramatique dans l'histoire des applications des sciences, c'est 1915. En 1915, il y a un grand chimiste allemand qui s'appelle Fritz Haber. Grand chimiste, il est né, puisqu'il aurait pris Nobel en 1920, je crois, pour tout à fait d'autres raisons. Et Fritz Haber est un Allemand, il est patriote, on ne peut pas lui reprocher. Il veut que l'Allemagne gagne la guerre de 14. Et il travaille comme un fou, ça veut dire nuit et jour pratiquement, à essayer de trouver des gaz à friction. L'idée de gaz à friction.
Et l'histoire est un peu d'une tragédie grecque, parce qu'il y a une femme qui s'appelle Clara Favre, qui travaillent ensemble, comme souvent il y a des couples. Il y a la écurie, par exemple. Là, Fritz et Clara travaillent ensemble. Et Clara me dit, Fritz, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Il y en a assez déjà des obus et des fusils. La marne a déjà eu, nous sommes en début 1915, mars. Il y a déjà eu peut-être 200, 300 000 morts, déjà. Donc tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es en train, alors il ne dit pas le mot parce qu'on n'utilise pas le mot, c'est pas ça, mais c'est ce qu'elle veut dire. Tu es en train d'inventer une arme de destruction massive. Le gaz il va se répandre n'importe où, tu tues tout le monde. Tu n'as pas le droit. Alors il insiste, il a réussi. Les premiers essais ont lieu, comme vous le savez sans doute, à Ypres, sur le front belge, d'où le mot hypérite. Eh bien, elle se suicide. Elle se suicide le 1er mai 1915, horrifiée parce qu'elle avait fait son mari. Alors vous voyez, dans cette petite histoire grecque, tout est concentré. Et l'homme qui veut faire gagner son guerre au son pays, mais qui veut peut-être gagner de l'argent, mais qui veut le pouvoir, et qui utilise la science pour ça. Et puis une force de rétroaction qui est a-t-on le droit de faire ça. Alors là, il y a évidemment les armes, mais évidemment l'histoire de Fritz Haber va culminer avec Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima et Nagasaki culminant avec une bombe incroyable qui est une bombe soviétique qu'a voulu Khrouchtchev, qui s'appelle la Tsar Bomba. Moi je l'ai vu, exactement son facsimilé dans quelque chose d'horrible qui s'appelle le musée de la bombe atomique au sud de l'Oural, qui venait d'être ouvert peu de temps avant que j'y aille. Donc j'ai vu cette bombe, c'est un monstre. C'est à peu près grand comme d'ici au fond, le diamètre c'est à peu près ça. Et figurez-vous que la bombe en question a explosé, évidemment au nord de la Sibérie. Elle est 6000 fois Hiroshima. Vous pouvez imaginer ce que peut être une bombe qui est 6000 fois en puissance Hiroshima. À son explosion, des bâtiments ont été non pas détruits, mais endommagés à 900 km du point de vue. C'est-à-dire que la France est éliminée de la carte du monde avec une bombe comme ça. Donc vous voyez l'incroyable progression dans un mal absolu. Il n'y a pas à dire oui, le mal est compensé par du bien. C'est le mal absolu. Donc nous voyons que là c'est la version la plus extrême mal que je pourrais vous donner du mal qui sort de la science, c'est ces armements épouvantables. Mais les problèmes se posent de façon un peu plus douce ailleurs quand souvent en éthique il y a du bien et du mal qui se mélangent. Nous pouvons donner quelques exemples, vous avez tous en tête évidemment les problèmes d'énergie. L'énergie, on ne peut pas, les applications de la science sur le plan de l'énergie sont miraculeuses pour l'homme. Les grands-pères de nos grands-pères creusaient encore le tunnel du métro à Paris avec des pics. Enfin, je multiplierai l'exemple du fait que la machine à vapeur, puis les moteurs électriques, puis l'énergie au sens large du mot, nous a libérés de malheurs et de douleurs sur le plan. Là, il n'y a pratiquement que du bien. Mais après, la révolution, c'est bon bien que nous avons tous les problèmes de pollution qui se posent, problèmes de pollution du pétrole, de l'énergie nucléaire, bien sûr. Donc, vous voyez, là, nous avons tout un énorme chapitre sur lequel je ne vais pas insister parce qu'il est très connu, et vous le connaissez largement aussi bien que moi, qui est celui de chercher le moindre mal. C'est ça l'éthique, au fond. L'éthique n'est pas un domaine de l'esprit qui consisterait à trouver le bien, comme on le pensait au moment du scientisme, comme on le pensait au moment de Pasteur et de Kelvin. C'est pas le bien, mais entre le bien et le mal, trouver la solution qui est la moins mauvaise, le moindre mal. Donc ça, c'est évidemment un problème que nous ne pouvons pas éviter d'examiner avec beaucoup de soin, et nous comprenons que la science produit ce mal. La science, dans l'état actuel, je voudrais simplement revenir un petit peu à ce qu'elle fait de bien. Elle fait des choses extraordinaires en astronomie, mais elle fait des choses, j'ai été peut-être un peu trop vite, je voudrais dire en 2 mots, par exemple, tout le bien qu'elle nous procure sur l'énergie, j'ai déjà dit, pour nous supprimer des efforts épouvantables. Elle fait le bien en matériaux. Les matériaux sont quelque chose qui est solide. Le bois est un matériau, bien sûr, l'acier est un matériau, le verre est un matériau. Et il faut savoir, et notamment à Commercy, que la science des matériaux a fait des progrès immenses en une vingtaine d'années, immenses,
Et Safran en est un exemple magnifique. Il faut quand même que vous sachiez, je pense que vous le savez, que Safran utilise les techniques sur les matériaux et les matériaux même les plus sophistiqués, comme on dit, qui existent. Par exemple, des céramiques, des fibres de carbone, des céramiques qui tiennent le coup à très très haute température. Donc Safran, sachez-le, est à la pointe de la science des matériaux. Je reviens à la science, c'est une science des matériaux. Et jusqu'ici, je n'ai pas tellement vu qu'il y avait beaucoup de mal dans les matériaux. C'est plutôt du côté du bien, je pense, c'est l'éthique. Donc voilà un dernier exemple aussi de la science qui progresse immensément, c'est l'informatique. Nous retombons un petit peu plutôt vers la mathématique. Mais l'informatique fait des progrès immenses en ce moment, et vous avez tous lu, bien sûr, ce qui se fait en direction de l'intelligence artificielle. Et là, à nouveau, nous allons forcément, dans les années à venir, dans les décennies à venir, certainement alimenter nos enfants au problème du mélange entre le bien et le mal. Le bien évident, il suffit par exemple de penser aux traductions automatiques. Il y a encore 10-12 ans, quand on faisait une traduction automatique, c'était presque incompréhensible. D'ailleurs, nous voyons bien sur des notices d'appareils, vous savez, où il y a 10 langues pour dire comment il faut se servir, comment il faut tourner les boutons, etc. Quelquefois, c'est à la limite compréhensible. C'est une machine qui a fait ça il y a 15 ans, et c'est très, très mal traduit. Maintenant, les traductions automatiques sont presque parfaites. Les gens qui les utilisent pour des textes même littéraires n'ont plus que quelques points à corriger. Vous voyez, il y a des progrès immenses. Donc ça, c'est évidemment le bien. Le mal, évidemment, le mal possible, c'est le fait que nous allons peut-être confier nos automobiles à des systèmes informatiques, automatiques, qui auront à décider, on le sait bien, vous savez bien, s'ils doivent écraser plutôt la vieille dame ou plutôt un enfant, et alors que c'est à notre conscience de décider ça. Donc vous voyez, à nouveau, voilà, avec l'informatique, une merveilleuse progrès, une merveilleuse horizon, en somme, avec l'intelligence artificielle et le très gros danger. Et j'en arrive, alors là, ça sera très court, à la troisième partie, c'est où va-t-elle la science? Alors, où va-t-elle? Ça sera très court, parce que j'en sais rien, évidemment, personne ne sait où va la science, mais on peut quand même dire des petites choses. On peut dire que probablement, elle va continuer sur sa lancée. J'ai signalé que sa lancée était extraordinaire, évidemment. On n'a jamais eu autant de résultats scientifiques que maintenant, donc on ne voit pas très bien ce qui arrêterait, sauf le cataclysme intersidéral. On ne voit pas très bien ce qui pourrait arrêter la science. Donc la première chose qu'on peut dire, où la science va-t-elle? Eh bien, elle va vers une accumulation accrue de connaissances. La science, c'est la connaissance. La science, c'est le savoir. C'est un grand récit sur la nature. Ce récit devient de plus en plus fouillé, de plus en plus précis. Alors, on pourrait en rester là et revenir au fond à Kelvin et à se dire, mais Kelvin, il nous disait que la science était pratiquement finie. Il y avait, bon, il s'est trompé, c'est vrai, il s'est trompé beaucoup, mais il ne s'est peut-être pas trompé sur le fait même que la science va arriver à tout savoir. Et finalement, on pourrait faire une espèce de dessin comme ça, je terminerai par ça. On pourrait dire que, au fond, le savoir, ou la science, c'est le même mot, le savoir, c'est comme une sorte de grand amphore, un grand vase merveilleux. Et dans ce grand vase, l'homme, mais pas seulement le scientifique bien sûr, mais aussi le poète, le musicien, le juriste, il y a des connaissances qui s'accumulent, et que finalement, il y a un nectar dans cet amphore qui est le savoir. Et il y a un savoir accumulé, je le mets là par exemple, mais un savoir accumulé depuis les Chinois, depuis la science antique, les Grecs, etc. Et chaque fois que je fais une découverte, par exemple l'exoplanète d'Anne-Marie Lagrange, par exemple, Anne-Marie Lagrange, elle verse une goutte de plus de ce nectar merveilleux qui est le savoir. Donc dans cette vision, Kelvin n'avait pas tort, au fond, vous voyez, il s'était peut-être trompé du niveau, mais évidemment, le niveau, au fur et à mesure, je viens de dire à l'instant que la science progressait d'une façon extraordinairement rapide, on n'avait jamais fait autant de découvertes que maintenant, donc il est évident de ce schéma que le niveau, si je peux dire, le niveau du savoir monte, et qu'il n'est pas loin du bord. Et que finalement, Kelvin, encore une fois, il s'est un peu trompé, mais il viendra immanquablement un moment où nous saurons tout. Immanquablement. C'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans, mais Kelvin, au fond, il avait fondamentalement raison. Eh bien, on peut avoir une vision tout à fait différente, et je crois que ça, c'est très nouveau. C'est très nouveau dans la science, évidemment, on voit le savoir. Mais nous devinons déjà que la science, en trouvant des nouvelles découvertes,
ouvre des champs d'ignorance. Je prends simplement un exemple très important. Je reviens à l'expansion de l'univers. Nous avons vu maintenant que l'univers s'éteint. Alors, on s'est très vite posé la question, à ce moment-là, c'est pour rappeler la belle messe, etc. On s'est posé pourquoi elle est difficile. Ça, c'est vraiment le grand truc. Et comment est-ce qu'elle s'étend? Il y a trois façons, en gros, de s'étendre. Elle peut s'étendre de façon, je dirais, uniforme, comme ça. Vous voyez, s'étendre l'espace, l'univers. Elle peut s'étendre de façon qui se décélère. Regardez bien. Là, elle s'étend, puis elle ralentit. Je ne sais pas ce qui se passera. Peut-être que ça va s'arrêter, peut-être que ça reviendra, je ne sais rien. Mais en tout cas, ça ralentit. Troisième façon, elle va de plus en plus vite. Ça s'accélère. Et c'est une découverte très assez récente, il y a 10 ans, et une femme de nouveau, c'est une américaine cette fois-ci, qui a été de démontrer de façon tout à fait claire que c'est l'accélération qui existe. C'est-à-dire que notre espace s'étend, mais d'une façon qui s'accélère de plus en plus vite. Et alors, ça a immédiatement posé aux théoriciens de l'astrophysique des questions immenses qui sont les comment est-ce possible puisque les objets doivent se rapprocher les uns des autres. Newton nous dit, Einstein le dit d'une autre façon, les objets vont les uns vers les autres. Comment peuvent-ils au contraire s'éloigner? Et alors, là, tout le monde se pose la question. C'est un grand point d'interrogation. C'est un point d'interrogation, vous avez sans doute entendu le mot de matière noire. On pense maintenant qu'il pourrait y avoir dans tout l'espace une quantité énorme d'une matière, c'est pas les trous noirs, une matière qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. C'est juste un exemple, et je terminerai par cet exemple-là, qui nous montre qu'une grande découverte, l'accélération de l'univers s'étend, et non seulement il s'étend, mais il s'étend de plus en plus vite, une grande découverte ouvre, et c'est presque ouvert, des champs nouveaux d'ignorance. Et je dis, cette masse noire de particules inconnues, ça prouve que ma découverte positive me fait apparaître une ignorance que j'ignorais. J'ignorais être ignorant. Et plus la science progresse, au fond, d'une certaine façon, plus nous nous apercevons que nous sommes ignorants. Donc finalement, on peut se demander si le schéma de Rutherford n'est pas un schéma un peu différent et très bouleversant pour l'avenir, puisque nous sommes où les sciences attellent. Eh bien, on peut imaginer qu'en effet, il y a un amphore du savoir. On peut imaginer qu'il y a un nectar merveilleux qui est dedans et qui est le savoir. On peut imaginer qu'à chaque découverte, il y a une goutte de savoir qui tombe dans leur récipient. Mais tout se passe, je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe, mais tout se passe comme si la chute de la goutte de savoir nouveau, par exemple l'exoplanète, par exemple le trou noir, toute goutte augmente évidemment la quantité de ça qui peut pas échelle, mais écoutez bien, la goutte, le seul fait qu'elle tombe, elle dilate l'amphore. Voilà une image tout à fait nouvelle. Et si elle dilate l'amphore, vous voyez que nous ne savons absolument pas si le niveau qui était là va peut-être baisser si elle se dilate beaucoup, ou au contraire peut-être monter. Donc voilà, j'en terminerai par ça, une question un peu étrange. Quand on se pose la question d'avoir où la science va-t-elle, je résume où la science va-t-elle par, premièrement, elle va certainement, sauf cataclysme, vers une découverte accrue de connaissances, mais il n'est pas du tout impossible que cette découverte accrue de connaissances nous éloigne de la connaissance du grand tout, et non pas de sa rapproche. Je vous remercie. Bien. Écoutez, je vous propose de poser quelques questions. Ça va être la couture, hein. C'est effectivement Oui. Oui, je vous laisse pour les. Merci. Merci, M. Claude, pour cette conférence absolument passionnante et qui nous ouvre des horizons tout à fait insondables, c'est vrai. Et finalement, c'était prévisible. Vous partez de la première observation de l'homme préhistorique qui, tout simplement, est curieux, se pose une question. Et c'est le début d'une aventure extraordinaire qui n'a jamais cessé. Il n'y a aucune raison de cesser. Et c'est là-dessus que vous terminez, c'est vrai. Chaque découverte, chaque progrès que nous faisons nous plonge dans un abîme de nouvelles questions. Et
je dirais que c'est quelque chose qui doit forcément conduire, si le micro ne le lâche pas, de conduire le scientifique à avoir une attitude essentiellement modeste. Le scientifique les conclusions d'un scientifique doivent être empreintes de modestie, car il doit savoir que ces conclusions seront forcément un jour ou l'autre remises en question. Ça ne veut pas dire que ces travaux ont été inutiles. Ils ont constitué un stade indispensable à l'élaboration des nouvelles connaissances, mais il arrive un jour où elles sont dépassées. Vous avez beaucoup fait référence à Kelvin, Kelvin qui régnait sur le monde de la physique de son époque et qui était incontestable dans le monde scientifique de l'époque. Il terrifiait les jeunes chercheurs. Moi, en tant que géologue, je connais les idées de Kelvin sur l'âge de notre Terre. Et Kelvin disait, la Terre ne peut pas avoir plus de 200 millions d'années parce qu'il a calculé la vitesse de refroidissement de la sphère terrestre en utilisant les équations de diffusion de la chaleur parfaitement valables à l'époque. Et toutes ces équations étaient parfaitement correctes, son raisonnement était complet. Simplement, il lui manquait un paramètre. Et ce paramètre, il a été découvert une dizaine d'années plus tard par un Français, et cette découverte a été totalement fortuite. C'était la découverte de la radioactivité par Becquerel. Et en découvrant la radioactivité, Becquerel découvrait une source de chaleur interne de notre globe qui remettait en cause totalement toutes les idées de Kelvin, puisque William Thomson a été anobli sous le nom de Lord Kelvin. Donc voilà, c'est ce qui montre que l'attitude scientifique doit être extrêmement modeste. Et je crois que vous l'avez très bien fait transparaître, c'est vraiment bien. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est cette question justement de l'éthique, qui est peut-être une chose nouvelle aujourd'hui, une question que se sont posées effectivement des gens comme Oppenheimer ou Einstein, dans le domaine de l'atome. Et ça montre vraiment qu'il faut que les scientifiques soient d'une part modestes et d'autre part et effectivement, se pose la question, est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois continuer dans cette voie ou vous avez complètement raison. Moi-même, dans la période depuis que j'ai commencé à travailler en recherche et jusqu'à la fin, je crois avoir perçu véritablement une différence depuis le début jusqu'à là. Je crois que dans les années 50, j'ai commencé dans les années 50, il y avait encore le savant arrogant, ça existait encore. Arrogant, n'exagérons pas, mais enfin, vous voyez, Kelvin qui dit on sait tout, pratiquement tout, c'est quand même une certaine forme d'arrogance. Il y avait encore un peu ça dans les années 50, je peux presque dire que ça existait encore, ça n'existe pratiquement plus. Ça n'existe pratiquement plus. La science, en effet, par la force des choses, je ne dis pas que les savants sont modestes, ils sont peut-être eux-mêmes très arrogants au fond d'eux-mêmes, mais pour la science, ils ont acquis une certaine forme de modestie. Et la phrase fondatrice de la science maintenant, c'est « je ne sais pas ». Vous voyez, je ne sais pas si c'est ça la science. Si on savait, ben on ne serait pas science. Donc je ne sais pas, mais je voudrais savoir. Il ne faut quand même pas rester je ne sais pas, ben on va se coucher. Mais je voudrais savoir, mais je veux faire quelque chose pour savoir. Et c'est le scientifique, c'est celui qui, peut-être mieux que d'autres, dit je ne sais pas. Parce qu'il connaît justement toutes ses limites, toutes ces ignorances qu'il accumule lui-même. Donc vous avez complètement raison. Il y a un devoir de modestie, qui n'est pas encore forcément une modestie interne, il y a des gens qui peuvent aller partout, mais la modestie de la discipline science. Il y a une question d'un jeune savant en herbe. On pourrait comparer avec notre histoire l'enfant de l'État. On pourrait comparer les scientifiques à des abeilles qui mettraient le pollen du savoir dans l'amphore et qui iraient le récolter dans les plantes du savoir qui seraient les découvertes qu'ils font chaque jour. Ah, c'est très joli. L'abeille vient déposer son pollen, c'est ça que tu dis, qu'elle vient le rechercher, elle vient piocher dedans. C'est tout à fait vrai aussi parce que. Oui, elle va chercher le pollen dans les fleurs du savoir qui sont découvertes, par exemple, je sais pas, les oxygènes. Et puis elle le met dans l'amphore, ou alors on pourrait dire que c'est ça, moi je suis. Très bien, tu as tout à fait compris, tu as raison, absolument. C'est tout à fait la comparaison très bonne avec les abeilles et les pollens. Très bien, très bien. Tu es dans quelle classe?
C'est deux. Bravo. C'est un prochain conférencier. Tu as de la science à l'école? Oui, c'est ma matière préférée. Bien, on a bien compris que c'était limité le progrès futur de la science. Et étant donné le choix qu'on réserve à notre planète, est-ce qu'on aura vraiment le temps d'aller au bout de toutes ces découvertes? Alors, voilà une excellente question, un peu dramatique. Nous ne connaissons absolument pas le sort de l'humanité. Il est tout à fait possible que l'humanité n'en ait plus que pour quelques années, ou quelques siècles, ou quelques millénaires. On ne sait pas, évidemment. Il peut y avoir une extinction, des extinctions des dinosaures, il peut y avoir une extinction par notre faute. Je prends ça comme un exemple. Il a failli y avoir, on peut dire, une extinction par le trou de l'ozone. Vous avez entendu parler du trou d'ozone, c'est un bon exemple nous sommes protégés par une couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil. S'il n'y avait pas cette ozone au-dessus de nos têtes, nous serions grillés comme des poulets dans nous n'existerions pas. Et d'ailleurs, la vie n'a pu apparaître, je crois, c'est ce qu'on dit en tout cas, que quand cette couche d'ozone a été formée. Or, les bombes que nous utilisons, vous savez, pour les pchites de toute nature, je ne sais pas, les lacs, etc., pendant longtemps ont été faites un gaz porteur. Ce gaz s'appelait le CFC. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, chlorofluorocarbone. C'est un gaz inerte, donc tout le monde était content. On peut le respirer, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal à l'homme. Donc c'est aperçu, heureusement, que ce CFC attaquait l'ozone. Et comme nous faisions ça avec des millions sur la Terre entière, évidemment, nous émettons ce CFC bombe, et on s'est aperçu, il n'y a pas si longtemps, centaines d'années, il y avait un trou d'ozone. C'est-à-dire que l'ozone était en train de disparaître. Donc, s'il n'y avait pas eu cette réaction, il y a une grande savante qui a trouvé ça, mais Charles Roland, un Américain et un Mexicain, mais si on avait, il y a eu un protocole, là, pour une fois, le monde entier, alors qu'on voit que le mal qu'on a pour se mettre d'accord sur le problème du climat, là, on a compris que c'était gravissime. Et il y a eu un protocole, le protocole de Montréal, où les pays se sont rassemblés, ça a duré 1 an ou 2 pour réaliser, et ce CFC a été interdit du jour au lendemain. Et maintenant, alors on a trouvé un autre gaz qui est inerte aussi, qui semble n'avoir aucun défaut pour l'homme, mais qui n'attaque pas l'ozone. Voilà un bon exemple, et nous aurions pu disparaître, alors peut-être pas demain, mais il aurait fallu du temps, peut-être dans 100 ans, il n'y aurait plus d'humanité. Donc vous avez tout à fait raison, on se pose ce genre de questions, mais on ne sait pas du tout si l'homme y arrivera à un moment de ce genre. Oui. Juste, petite remarque là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse aujourd'hui. Oui, autrefois, apparemment les CFC s'appliquent. Autrefois, les hommes, quand ils ne comprenaient pas, ils avaient recours à Dieu. Pardon, j'ai pas. Non, je vous trouve que parler des CFC, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait 18, je crois, usines en Chine qui en fabriquent encore. Ah bah voilà. Voilà, c'est dans le. Je ne savais pas. Voilà, je vous le dis pour ça, parce que je vais vous dire ça dans le monde d'aujourd'hui. Ah bon, et voilà. Donc, on augmente encore. Votre remarque est absolument pile. En principe, le protocole de Montréal l'interdit, et c'est vrai que l'Amérique, la France et l'Europe ne font plus de CFC, ou en tout cas ne l'utilisent pas pour ça. Vous m'apprenez. Sauf la Chine. Vous m'apprenez que la Chine fait ce qu'elle veut. Et ce mot du protocole de Montréal, c'est terrible. Le contre-droit a recommencé à croire. C'est vrai? Vous avez vu ça? C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Ah ben, vous voyez, je ne savais pas. Je ne savais pas. L'homme est inguérissable. Il y avait une autre. Oui, pardon. Oui, je m'interrogeais. Autrefois, les hommes, quand ils ne comprenaient pas, ils avaient recours à la notion d'un maître suprême, un Dieu. Est-ce que vous ne tuez pas Dieu par vos travaux? Et est-ce que, en tuant Dieu, on tue l'espérance des hommes? Et aucune civilisation, jusqu'à présent, ne peut pas vivre sans espérance. Alors, quel est vos points de vue? Dieu existe, Dieu n'existe pas? Je ne crois pas que la science tue Dieu, absolument. On l'a cru longtemps, et Dieu est mort. C'est une phrase qui avait cours
il y a 50 ans, c'est assez récent, on n'en est plus là du tout. Voilà, à nouveau, si je me compare mon expérience d'il y a 50 ans et celle de maintenant, il y avait eu pas mal de scientifiques qui étaient athées. L'athéisme n'a plus cours. Ce qui a cours maintenant, c'est l'agnosticisme qui est très différent. L'athée dit, j'affirme que Dieu n'existe pas. Je les sapone, vous savez. J'affirme que Dieu A-T, privatif A, il n'y a pas de Dieu. Alors en face de lui, il y a ceux qui affirment il y a un Dieu, aussi bien vous que vous, prouvez-le-moi. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'agnosticisme, c'est je ne sais pas. Et c'est l'attitude, c'est que je disais ça dans d'autres circonstances d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un Dieu, et nous allons évidemment voir des agnosticismes positifs, je ne sais pas, mais je crois plutôt, parce que, pour telle et telle raison, j'ai des arguments pour penser que Dieu est amour, que nous avons besoin d'amour, qu'il a bien fallu qu'il y ait un début, vous voyez, et puis là, c'est un agnosticisme plutôt négatif, ben, je ne sais pas, mais je ne crois vraiment pas qu'il y ait Dieu. Mais vous voyez, il y a quand même une attitude, je crois, hein, peut-être que d'autres diraient ça différemment, mais je crois que cet athéisme qui correspondait très bien au scientisme aussi, vous voyez, la science explique tout. Je reviens toujours à la période, il n'y avait pas que Kelvin, je n'attendais que c'est Kelvin, mais la science explique tout, donc Dieu est mort. C'est fini ça, je crois, enfin en grande partie, évidemment, toujours. Il y a par exemple un résidu chez les astronomes, c'est très curieux ça. Vous voyez, je reviens sur l'expansion de l'univers. Hubble, un astronome, il a dit le maître sur le truc. Et s'il y a 7 ans, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez bien, on peut imaginer, si je remonte le temps, qu'il y a eu un début. Ça s'appelle le Big Bang. Et alors, il y a eu, à nouveau, dans ces années 30, 40, 50, des astronomes très athées qui ont dit « Je ne crois pas au Big Bang, parce que le Big Bang, ça fait penser à Dieu et je n'en veux pas. » Et ils se sont mis, j'en connais encore un qui est vivant, mais qui serait très âgé, ils se sont mis à repenser comme Einstein, le premier Einstein, que l'univers est fixe. Ils ne veulent pas du Big Bang. Il y a donc des a priori en science, il y a quelques scientifiques qui refusent le Big Bang, simplement parce que l'idée du Big Bang, à tort je crois, évoque, imposerait l'idée d'un Dieu. Donc voilà, mon résumé à votre question, c'est qu'elle est excellente, qu'elle est très importante, mais que la science est beaucoup plus modeste, c'est ce qu'on a dit. Il n'affirme plus du tout. Je connais très peu de scientifiques qui affirment que Dieu n'existe pas. L'athéisme total, il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a peut-être dans cette salle, je les respecte complètement. Mais ça me semble tout aussi difficile à prononcer cette phrase que de prononcer Dieu existe, fichez-moi la paix, Dieu existe. Je crois, ou je ne crois pas, ça c'est l'attitude de l'agnostique, qui dit je ne sais pas vraiment. Ces problèmes me dépassent. Ces problèmes me dépassent, je ne sais pas. Mais je pense qu'en effet, il faut un Dieu. Est-ce que c'est le Dieu de la Bible? C'est encore une question. Un être suprême, comme on disait au XVIIIe siècle. Mais en tout cas, je crois que la science a beaucoup, en 50 années, en 60, 70 années, beaucoup modifié sa vision sur ce problème. D'une façon beaucoup plus on pourrait dire respectueuse, beaucoup plus modeste, finalement. Oui, la question que je me pose, c'est celle de l'expansion. On dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, l'expansion va-t-elle plus vite que la vitesse de la lumière? Ou pas? Non. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut appeler la vitesse de l'expansion? Vous voyez, l'expansion se manifeste par le fait que chaque paire de galaxies, puisque c'est les galaxies qui forment la matière visible, même s'il y a une autre matière que chaque paire de galaxies voit sa distance augmenter, n'est-ce pas? Donc ça correspond bien globalement à une expansion. Mais cette expansion est très lente. Elle est plus lente que la vitesse de la lumière. C'est ça la question. Je ne connais pas, je ne sais pas, et puis cette vitesse n'est pas la même à certains endroits qu'à d'autres. Mais je ne la connais pas, cette vitesse. Mais vous avez raison, elle est inférieure à la vitesse de la lumière. C'est bien parce que ça a été une découverte immense, j'en ai même pas parlé, mais de s'apercevoir, ça c'était le siècle passé, que la vitesse de la lumière, au temps de Newton, vous voyez, un grand problème qui est lié à ce que vous dites, c'est quand Newton disait il y a des forces
entre deux galaxies, par exemple, il y a une force qui les attire l'une vers l'autre. Et en fait, elles s'éloignent. Bon. Eh bien, il y avait quand même une question que Newton, je ne sais pas si c'est tellement posé, c'est comment est-ce que la galaxie ici sait qu'il y en a une autre ici? Il faut bien qu'il y ait un message. Et ce message, il peut être transmis que par la lumière, donc l'équivalent de la lumière. Donc il faut un temps qui peut être énorme. Donc comment c'est-elle qu'elle doit aller dans un sens ou dans l'autre? C'est un gros problème, qui est le problème que finalement Einstein a résolu dans la problème de l'espace. En tout cas, ça a été une grande découverte de voir que la lumière allait à une vitesse finie. Parce que Newton pensait que la vitesse, il répondait à la question, ben c'est infini, ça va à toute vitesse, il est immédiate. C'est absolument faux. Absolument faux, il y a une vitesse qui est très grande, 300 000 km/s, c'est beaucoup de fois le tour de la Terre en une seconde, mais c'est fini, c'est pas infini. Qui me suit, donc on peut dire que, en fait, l'univers, on peut dire que c'est un peu bien, parce qu'il est composé à 99% de vide. Ou de matière noire. Voilà, très bien. Matière noire ou vide, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas si la matière noire est juste des petits amas par-ci par-là dans les galaxies, ou si elle remplit tout l'espace vide dans l'univers. On ne sait pas. Tu as raison. On le pense. Il faudrait que quelqu'un réussisse à ramener un morceau de matière noire au moins pour qu'on sache si elle existe vraiment ou si elle n'existe pas. Le seul problème, c'est que, comme son nom l'indique, elle est noire, donc elle ne se voit pas. Oui, eh bien écoute, moi je te propose de partir à la chasse à la matière noire. Si tu nous ramènes l'utilité dans ta main, ce matière noire, alors là tu seras bien plus connu qu'Einstein, bien plus connu que Galilée. Tu seras un grand génie de l'humanité. Mais pourquoi pas? C'est à ton âge, pourquoi pas te mettre à la recherche, tu vois. Il y a des enfants qui, à ton âge, ont eu déjà des idées. Et il y a, je ne l'ai pas mentionné, mais dans la science actuelle, vous savez, le chapitre de science actuelle, il y a une chose qui se développe. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, évidemment, mais qui me fait penser. Il y a la science qu'on appelle participative. Vous avez entendu ce mot-là? C'est une chose qui se développe. C'est tout simplement tout le monde, toi, vous tous, moi, pouvons faire de la science participative. Ça veut dire que sur un thème donné, alors je prends les papillons. Les papillons, alors, qu'est-ce qu'ils font les papillons? Ils disparaissent? Oui, on dit qu'ils disparaissent. Comment est-ce qu'ils disparaissent? Comment est-ce qu'ils disparaissent plus dans le nord, plus dans le sud? Eh bien, il y a des milliers de gens qui ont pris ce thème du papillon, des gens comme vous et moi, et ils ont un référent qui est au Muséum de Paris. On leur dit, par mail, je pense, ben voilà, aujourd'hui, vous allez regarder les papillons blancs. Et puis vous allez dans votre jardin, et puis vous allez dire si ils volent comme ça, s'il y en a plus ou moins. Et petit à petit, par toute cette somme de toutes petites informations, eh bien, il y a des cartes maintenant du véritable savoir scientifique sur l'évolution des papillons blancs qui, je ne sais plus, je suis, j'ai oublié, ont une grande vague de départ vers le nord, vers le sud, que individuellement on ne peut pas voir. Donc, tu peux faire de la science tant que tu veux, et déjà faire de la science, de la vraie recherche, on appelle la recherche participative. Tout le monde participe. Pardon? Le problème est assuré. Pardon? Et l'implication de l'intelligence artificielle dans les sciences. Est-ce que, justement, c'est assez... L'application de l'intelligence artificielle dans la science. Dans les sciences. Moi, j'aimerais qu'un informaticien, il y en a certainement, je sais qu'il y en a déjà, la statistique répond. Vous voulez dire, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait avoir des applications concrètes? Qui va marcher toute seule, etc. Et dans la science elle-même, dans le savoir. C'est une bonne question. Par exemple, Laurent Alexandre, par exemple, conteste tout à fait. J'ai une opinion. Eh ben oui, je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est fondée sur la collecte de masse de données énormes. Et je ne suis pas sûr que cela suffise pour découvrir une loi physique ou une équation aussi simple que celle que vous avez écrite au tableau. Vous pensez que non? Ouais, je pense que la pensée humaine, Einstein,
de la relativité générale, 1915. On utilise les équations d'Einstein depuis des années et on a seulement observé des choses récemment qui vérifiaient les équations d'Einstein, et même on les a découvertes en développant des outils qu'on a choisis justement pour essayer de les vérifier. Alors que l'intelligence artificielle, pour l'instant, ne fait que collecter des données à partir d'exemples. Bien sûr, elle va réussir des exploits extraordinaires, mais je ne pense pas qu'elle puisse, pour l'instant en tout cas, avoir la connaissance qu'ont certains savants que vous avez cités très justement, comme du théorème de Boole. Vous répondez très bien d'une façon que moi je n'aurais pas su exprimer, mais qui correspond un petit peu à ce que je crois aussi. Est-ce que vous diriez la même chose pour les mathématiques? C'est-à-dire, moi je ne suis pas mathématicien, mais on me dit qu'il y a des théorèmes maintenant qui peuvent être démontrés par ordinateur. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle, ça? Et d'autre part, est-ce que c'est vrai? On peut démontrer des théorèmes? Oui, hein? Oui. Enfin, partiellement, oui. Il y a des parties de théorèmes qui ont été démontrées, mais c'est par des calculs faits sur ordinateur, en définitive. Mais des calculs qui ne sont pas sur des nombres, mais qui font apparaître, qui utilisent la logique, des logiques. Ils ont été démontrés, mais ils n'ont pas été conçus. Non, ils n'ont pas été conçus. Oui, c'est ça. Le théorème des 5 couleurs, par exemple. Comment colorier un graphe pour que des pays voisins n'aient pas la même couleur? Alors quel est le nombre minimum de couleurs pour résoudre ce problème? Alors là, il y a un théorème qui est assez compliqué, et je crois qu'il y a une partie du théorème qui a été faite par le calcul. Je voudrais compléter à travers un exemple que vous avez cité sur Newton. Donc les observations ont montré à un moment que les lunes de Jupiter ne correspondaient pas aux lois de Newton. Et donc les savants qui ont fait cette observation étaient très contents de pouvoir contester la loi. Et un jour, il y a donc un scientifique qui s'appelle Rømer qui a dit: mais attendez, la lumière met un certain temps pour arriver à notre œil. Et en fait, si on pense que les lunes de Jupiter ne correspondent pas aux lois de Newton, c'est parce que nous n'avons pas pris en compte la vitesse de la lumière. Ça a été une des premières évidences que la vitesse n'était pas infinie. Ah, bien, oui, bon. Tu poses une question? Moi, je pense que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'homme. Étant donné que l'intelligence artificielle doit obligatoirement lui montrer des données faites par des humains pour qu'elle acquise un peu plus de savoir. Alors que les humains, eux, ils essayent de trouver des réponses à leurs questions eux-mêmes. L'intelligence artificielle, elle, on doit répondre, on doit introduire les données dedans. C'est pour cela que je pense que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les humains. Parfait. Ça me plaît beaucoup. Bien, on recevons M. Duquet, nous recevons un enfant du pays qui a fait une carrière scientifique remarquable. Je crois que l'avenir est assuré. Il y a un autre enfant de commercial qui va émerger bientôt. Bien, si vous n'avez plus de questions, je vous propose, parce que nous sommes un peu contraints par le temps, je vous propose de continuer ces échanges juste à côté au musée, où nous vous offrons un verre de l'amitié tout simplement, et puis nous réservons une petite surprise à M. Kerry. Voilà, donc si vous n'avez plus de questions, on se déplace donc sur le musée juste à côté, et vous pouvez éventuellement continuer à échanger. Bien, merci beaucoup.